Bonjour Victor Cato. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es étudiant à l'Université de Lille en Master 1 droit social. C'est ça. Bon, tu n'es pas là aujourd'hui pour parler de ça. Tu viens plutôt nous parler des Patriotes, le mouvement politique dont tu fais partie, lancé par Florian Philippot fin septembre 2017. Avant de rejoindre ce mouvement, tu as participé aux législatives de 2017 dans le Nord, sous la bannière Front National. Tu as recueilli 17,41% des voix en arrivant à la 3e place. Aujourd'hui, tu es membre du comité de conciliation interne du mouvement Les Patriotes. Et on l'a appris la semaine dernière, si je ne m'abuse, désormais coordinateur des Jeunes Patriotes. C'est ma première question pour toi. Pourquoi avoir rejoint ce mouvement? Pourquoi avoir quitté le FM pour suivre Florian Philippot? Et qu'est-ce que tu attends de cette fonction de coordinateur des Jeunes Patriotes? Alors il faut savoir que quand j'avais rejoint le Front National en 2014, je l'avais rejoint parce que je pensais que c'était un parti souverainiste et je l'ai rejoint notamment parce qu'il y avait Florian Philippot qui portait cette voix souverainiste. À l'époque, Marine Le Pen était pour moi une femme qui portait la souveraineté de la France, qui portait cette voix de souveraineté. Et après les législatives, malheureusement elle a déraillé. Elle a été convaincue par d'autres personnes au sein du mouvement que c'était probablement la cause de sa défaite à la présidentielle de 2017. C'était la sortie de l'Union européenne. Et donc elle a fait un revirement et elle ne voulait plus sortir de l'euro, plus sortir de l'Union européenne. Et donc ça a été aussi la cause du départ de Florian Philippot. Et évidemment, étant donné que j'avais rejoint ce mouvement politique pour cela, je ne pouvais pas rester là-bas parce que sinon ça aurait voulu dire que j'aurais été une sorte d'opportuniste et une personne sans conviction qui restait par intérêt. Donc j'ai rejoint Florian Philippot, je suis parti avec lui, je ne l'ai pas rejoint. Tout a été créé, développé tout au début, on est arrivé à la création, hein, donc on a tout créé, quoi. Et donc voilà, donc je l'ai rejoint pour défendre cette souveraineté, cette indépendance de la France. Et donc, comme tu l'as dit, avant ça, j'avais été candidat aux législatives. Logiquement, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est 18,49%, pas 17,49%. J'ai trouvé ça sur leséchos.fr. Peut-être par ville, je ne sais pas. Mais je pense que c'était 18,49% à la préfecture. Mais en tout cas, j'ai remarqué sur le terrain, moi en tout cas, que l'idée de souveraineté était très, très appréciée. Donc, je pense qu'aux prochaines législatives, sous la bannière Les Patriotes, probablement, je pourrais faire un très bon score dans ce coin parce qu'on avait fait les chiffres et le non au référendum de 2005 était revenu dans certaines villes à plus de 70%. Donc c'est un coin qui est très, on va dire, eurocritique, eurosceptique. Et donc voilà, donc, pour parler des jeunes, oui, il y a une semaine, Florian Philippot m'a nommé comme préfigurateur, coordinateur des Jeunes Patriotes. Encore une fois, tout est à créer. C'est une nouvelle structure, on est tout jeune, on est le plus jeune mouvement de France. Des annonces seront faites durant la campagne européenne, a-t-on annoncé? C'est ça, on va organiser logiquement une sorte d'événement à Paris mi-mai pour lancer à la fois les jeunes et montrer que les jeunes sont très réceptifs à l'idée d'un Frexit, d'une sortie de la France de l'Union européenne. Donc on va organiser cet événement mi-mai et moi je vais tenter de faire le tour de toutes les régions durant ces 3 prochains mois jusqu'aux européennes, pour me rendre dans chaque région et faire des rencontres avec ces jeunes et faire des actions militantes, des actions banderoles, de tractage et probablement aussi aller à la rencontre des artisans, agriculteurs qui malheureusement sont les premiers touchés par la politique de l'Union européenne qui est néfaste pour eux. Vous opposez beaucoup Europe et souverainisme. Pour vous, l'Europe ne permet pas à la France d'être souveraine, en tout cas pas suffisamment. En quoi est-ce que vous estimez cela et pourquoi, selon vous, en se libérant de l'Union européenne, la France pourra de nouveau coopérer avec toutes les nations du monde, comme vous en parlez sur le site web des Patriotes? Ne le permet-elle pas aujourd'hui, finalement? Alors, pour moi, non. Enfin, on ne peut pas être souverain et être dans l'Union européenne. Parce que justement, l'idée de l'Union européenne, c'est de donner sa souveraineté pour justement faire une politique commune. Donc si on va dans l'Union européenne, c'est qu'on a une volonté aussi de transmettre sa souveraineté. Sauf que la souveraineté, je pense qu'elle a été trop donnée. Quand on voit qu'on ne peut même pas interdire un simple glyphosate dans notre pays, qu'on ne peut pas faire du patriotisme économique, qu'on ne peut pas remettre nos frontières, qu'on ne peut pas... C'est possible d'interdire le glyphosate, il suffit que l'Assemblée nationale s'en empare. Sauf que c'est interdit par l'Union européenne parce qu'il y a malheureusement au-dessus de l'Union européenne, il y a des lobbies et Monsanto a peut-être des accords, je ne sais pas comment dire ça, mais à chaque fois c'est reculé par l'Union européenne tous les ans, on recule, et pour l'instant actuellement l'Union européenne ne peut pas et ne veut pas l'interdire, il donne 3 à 5 ans, et c'est pour ça d'ailleurs que M. Macron avait donné cette idée de 3 à 5 ans dans son programme, et finalement il ne veut pas le supprimer actuellement, il ne veut pas l'interdire en tout cas. Donc, mais même en matière migratoire, les directives en droit d'asile, en regroupement familial, c'est l'Union européenne, c'est pas la France qui décide. Donc de cette façon-là, on ne peut plus finalement avoir une politique nationale. Donc non, je pense qu'on ne peut plus avoir de souveraineté si on est dans l'Union européenne. Et je pense qu'on peut justement, en quittant l'Union européenne, s'ouvrir au monde, puisqu'il ne faut pas croire que la France est ouverte au monde en entrant dans l'Union européenne. On avait des accords commerciaux, des accords
sur plein de choses avant même d'entrer dans l'Union européenne. Et je pense qu'on peut, en tant qu'État France, hein, on va dire, c'est quand même, on parle d'une très grande puissance économique. Je pense qu'on peut nous-mêmes, quand même, quand on voit que la Suisse peut le faire, quand on voit que la Norvège peut le faire, on peut nous-mêmes ratifier des conventions, on peut nous-mêmes ratifier des traités, on peut être un leader mondial. Et je ne pense pas que ce soit la sortie de l'Union européenne qui va nous empêcher de l'être. Pour vous d'ailleurs, et pour Florian Philippot d'ailleurs, il a sorti son livre Frexit UE, pour s'en sortir en septembre 2018. Pour vous, il n'y a pas d'autre solution finalement, c'est le Frexit. Mais comment expliquez-vous ce choix quand on voit les difficultés liées au Brexit, à sa mise en place, aux décisions qui sont à faire? Comment est-ce que vous analysez toute cette situation de l'autre côté de la Manche? Alors moi, ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, certes, le Brexit n'est pas encore acté. Hein, il a été voté, par les citoyens, mais il n'est pas encore acté. Mais ce qu'on voit, c'est que... mars, normalement. C'est ça, logiquement. Mais pour l'instant, le chômage n'a jamais été aussi bas. Je crois qu'il n'a jamais été aussi bas depuis 1974, donc depuis 40 ans. L'immigration a baissé. Les salaires ont augmenté. Donc quand je vois ça, écoutez, moi, si on me dit demain que la France peut retrouver tout ça, moi je suis directement. Hein. Mais si pour retrouver tout ça, on doit sortir de l'Union européenne, d'abord je sors de l'Union européenne. Et je ne pense pas que ça sera une catastrophe, parce qu'on nous avait prédit la catastrophe dès le jour où on allait voter le Brexit, ça allait être la catastrophe, toutes les entreprises allaient fuir, il allait y avoir une hausse du chômage. Le Brexit n'est pas encore acté, quid après le Justement, après donc déjà, 29 mars. les économistes se sont trompés en disant que dès le vote, ça allait finalement mal partir, qu'il y allait avoir de gros soucis, notamment en termes d'emploi, d'économie, etc. Ça n'a pas été le cas, et je pense qu'après qu'il soit acté, je ne pense pas que ce sera le cas. Mais nous voyons encore une fois le côté autoritaire de l'Union européenne. Un État veut sortir de l'Union européenne et tout est fait finalement pour le ralentir, ou en tout cas finalement le faire changer d'avis ou le faire regretter son choix. Alors que c'est un choix du peuple, c'est un choix par référendum, c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Et on ne s'y est pas opposé farouchement. Non, mais tous les accords, toutes les négociations qui sont faites actuellement entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ont pour but de faire comprendre au Royaume-Uni que leur choix était le mauvais. Et l'Union européenne ne veut pas lâcher un quart, un dixième de ce qui a été fait, justement pour montrer que ça n'a pas été le bon choix et qu'il ne fallait pas faire ça, quoi. Donc selon toi, l'Union européenne veut montrer au Royaume-Uni qu'il a fait le mauvais choix et pas autant défendre les intérêts des 27 autres États européens? Je pense que... C'est plus une question d'exemple. C'est servir d'exemple, parce qu'ils veulent aussi montrer, l'Union européenne, que le prochain qui fera ça, eh bien voilà à quoi il doit s'attendre. Donc c'est une sorte de... Voilà, on prédit, on prévient les autres États membres que s'il y a une volonté de sortir de l'Union européenne, voilà ce qui les attend. Et je pense que c'est pas la bonne solution, puisqu'il peut y avoir de nombreuses colères, notamment au Royaume-Uni. Je pense que le peuple ne doit pas être très content de la politique de l'Union européenne actuellement. En quittant l'Union européenne, comment faire le poids face à d'autres puissances, à d'autres géants mondiaux déjà bien établis et en voie de développement? On pense par exemple à la Chine, au Brésil. Comment faire face à ces géants mondiaux en sortant de l'Europe qui nous ouvre tout de même des portes en termes économiques assez conséquents? Vous savez, l'Union européenne, c'est 2 traités. Il y a le TU et le TFUE. La France est engagée dans des traités européens et internationaux, dans 6653 traités. Donc sortir de 2 traités, ça ne va pas tuer la France. Demain, on sera encore lié avec des tas d'États. On a probablement des accords avec le Brésil, avec le Canada, les États-Unis, qui existaient déjà avant l'Union européenne. Et ce n'est pas demain, en quittant l'Union européenne, qu'on n'en aura plus. Enfin, il y a vraiment... faut oublier cette idée de... On n'aura plus accès au marché unique, tout de même. Rétablissement des droits de douane. Est-ce que il y a souvent une phase de 2 ans de négociation entre l'Union européenne. C'est dans ces 2 ans qu'il faudra renégocier certains traités pour aménager nos accords commerciaux. Donc rien n'est impossible. C'est pas parce que du coup on en sort qu'on ne peut plus avoir d'accords commerciaux avec les différents pays. Mais comment faire le poids face à la Chine, à ces grands pays? Je pense qu'on a quand même assez de ressources. On est quand même, en matière d'aéronautique, d'innovation, on est quand même l'une des premières puissances mondiales. On est quand même la première puissance mondiale en termes de maritime. On a quand même plus de 200 millions de maritimes qui appartiennent à la France grâce à nos îles également. Donc je pense qu'on est un grand État et il ne faut pas qu'on se dise que, vu qu'on est beaucoup plus petit en termes
de taille, on ne peut pas faire face aux autres. Moi, je vois que le Canada, qui est certes plus grand géographiquement, mais n'a que 33 millions d'habitants, et pourtant, ça ne les empêche pas de signer des traités. Ils ont signé un traité avec l'Union européenne, le CETA, et ça ne les empêche pas de signer des traités alors qu'ils n'ont que 33 millions d'habitants. C'est tout à fait possible, c'est pas parce qu'on sort d'une institution, parce que on ne sort pas de la planète, on sort d'une institution, c'est pas très grave, c'est pas parce qu'on sort de cette institution que devant... On sort de l'institution, mais on sort aussi de l'euro. Il y a une volonté aussi de sortir de l'euro, parce que c'est un... Est-ce que changer de monnaie ne peut pas affaiblir le pays? Justement, est-ce que c'est pas l'euro qui nous affaiblit? Il y a une étude qui est sortie, et c'est pas moi qui le dis, il me semble que c'est le FMI qui le dit en plus, donc si c'est le FMI qui le dit... Je n'ai pas cette information. L'euro, depuis l'entrée en vigueur de l'euro, chaque Français a perdu 56 000 euros depuis plus de 20 ans. Donc ça montre que finalement l'euro a été néfaste dès sa création et dès sa mise en place en France pour les Français. Mais il a fait gagner de l'argent aux Allemands. Donc on voit que l'euro a finalement été calqué sur la monnaie allemande, le Deutschmark, et favorise finalement, comme l'Union européenne favorise finalement, est favorable à l'Union européenne, à l'Allemagne. Si vous prenez la balance commerciale, chaque année il y a un bénéfice pour l'Allemagne de 220 millions d'euros, alors que la France chaque année perd 70 millions d'euros en termes de tout ce qui est export, import. L'économie allemande est quand même en train de ralentir ces derniers temps, on entend beaucoup parler de ça. Depuis la création malheureusement de l'Union européenne, qui profite de cette Union européenne? Ce n'est pas la France, c'est bien l'Allemagne. Et je pense que cette monnaie et même cette institution n'est pas favorable à l'économie française. À partir du moment où vous voulez le Frexit comme le Brexit, tu me disais tout à l'heure, oui, mais l'Europe veut faire un exemple des Britanniques en leur montrant qu'ils ont fait le mauvais choix. Est-ce que si le Frexit venait à arriver, l'Europe ne voudrait pas faire le même en continuant cette logique, ton raisonnement? Alors je pense que si demain la France devait quitter l'Union européenne, je pense que malheureusement, pour l'Union européenne, mais je pense que ce serait la fin de cette institution, parce qu'il faut quand même rappeler que déjà la Royaume-Uni est une grande puissance, mais la France est également une puissance majeure de l'Union européenne. Donc si demain la France quitte, je pense que beaucoup d'États voisins, notamment je pense probablement aux Italiens également, mais vont vouloir faire de même, et je pense que ce sera vraiment la fin de cette institution, parce que dès lors qu'en l'espace de 3, 4, 5 ans, on a déjà 2 États qui partent, ça ne peut pas être bon et ça ne peut pas être bénéfique pour l'Union européenne ensuite. Mais je pense qu'il faut avoir finalement un représentant français, un président qui affiche ses convictions et qui dise très clairement ce qu'il veut et qui ne se laisse pas marcher dessus par l'Union européenne. Je pense qu'il faut être cohérent et aller vraiment au bout des choses. Je vois que Theresa May, même si je suis en total désaccord sur beaucoup de points de sa politique, ne lâche rien et elle se bat corps et âme pour justement défendre l'intérêt des Britanniques, défendre le vote qui a été celui des Britanniques, et elle ne lâchera rien, et c'est très bien pour les Britanniques. Comme elle dit tout à l'heure dans une interview parue dans La Libre Belgique, que peut-être le Royaume-Uni ne sortirait jamais de l'Europe. Donc... La faute à qui? La faute à l'Union européenne. Mais je ne pense pas que ça se réalisera, parce que vous imaginez même pas la révolte des Britanniques. Je veux dire, un référendum qui n'est pas écouté. Bon, nous, on a déjà eu le cas en 2005 et 2008, mais un référendum qui n'est pas comme celui-ci, où on demande la sortie de l'Union européenne, où on demande au peuple son avis et le peuple choisit, qui n'est pas suivi ensuite, ça serait quand même dramatique. Dimanche 31 mars, lors d'un meeting de lancement de campagne au Palais des Congrès à Paris, Florian Philippot dévoilera sa liste pour les européennes. Tu seras dessus? Alors, j'ai confié à Florian que c'était avec grand plaisir s'il devait trouver des personnes que j'accepterais d'être dessus. Après, pour l'instant, sa liste n'est pas du tout faite. Mais bon, si je suis dessus, c'est vraiment... je n'attends aucune place éligible, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, Florian sait que je suis prêt, s'il a besoin de moi, je serai là. Mais on a aussi cette volonté, et c'est pour ça que, notamment, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent être candidats. On a cette volonté de faire une liste hybride avec des gilets jaunes, parce que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, on a énormément de revendications qui sont les mêmes que celles des gilets jaunes. 70%. Et on a voulu, du coup, montrer que nous étions à leur écoute et qu'on n'était pas simplement là pour faire de la récupération, qu'on les intégrait également dans cette campagne européenne et qu'on les mettrait en avant. Et donc c'est pour ça qu'il y aura une moitié de la liste qui sera des gilets jaunes et une autre moitié qui sera des patriotes. Et pourquoi vouloir participer à ces élections, siéger finalement peut-être au Parlement européen, alors que vous estimez que finalement l'Europe n'est pas réformable de l'intérieur? Alors, si on s'y présente, c'est justement comment mieux attaquer finalement une institution que s'y rendre à l'intérieur, un peu comme le cheval de Troie, mais l'idée c'est pas de la faire chuter de l'intérieur, l'idée c'est de
d'y aller et de défendre quand même les Français. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise qu'on n'y va pas parce qu'on n'aime pas cette institution. Il y a quand même vu que la politique se fait là-haut et plus au niveau national, il faut quand même aller envoyer des représentants pour justement amender, parce qu'on ne peut pas créer des directives et créer des règlements, c'est la commission qui le fait, mais amender ces règlements et ces directives pour qu'ils soient favorables aux Français. Par exemple, notre députée européenne, Mireille Dornano, la deuxième peut-être sur la liste, a priori. Et ça sera sûrement, et je pense que ce sera Mireille, elle a fait un amendement il y a peut-être un mois de ça, pour interdire le glyphosate dans tous les lieux publics en proximité des écoles, des hôpitaux, etc. Et ça a été voté par plus de 500 députés au sein de l'hémicycle. Et ça, encore une fois, c'est dans l'intérêt des Français, vu qu'on ne peut pas le faire à l'échelon national, on est obligé de passer à l'échelon européen. Et du coup, on montre très clairement que même si on est en désaccord avec l'institution, eh bien, on travaille quand même pour faire avancer les choses dans notre pays, parce qu'évidemment, qui va en bénéficier? L'ensemble des pays, certes, mais aussi la France. Donc, on n'est pas là pour faire de la figuration, on agit quand même dans l'intérêt des Français. Beaucoup de vos revendications sont pro-gilets jaunes, 70%, seulement 8 sur 26, selon votre charte sur le site internet, ne sont pas des propositions gilets jaunes. Ce sera une parité sur la liste, gilets jaunes, ou tu disais tout à l'heure deux partis, certains gilets jaunes, d'autres non Alors, gilets jaunes. l'idée, et je pense qu'au vu du nombre de CV, de motivations qu'on a reçues, je pense qu'il y aura bien une parité, puisqu'on a reçu, c'est par centaines qu'on a reçu des demandes pour intégrer la liste. On rappelle que Florian Philippot a déposé la marque Gilets jaunes. Il a déposé la marque, elle a été déposée par, je pense, une vingtaine d'autres personnes, mais c'était justement pour finalement la réattribuer finalement à cette population qui s'était vue récupérée par un représentant ou un proche d'En Marche, donc c'était pas très bon pour eux. Mais l'idée, oui, c'est de partir sur une parité avec une partie. Une bonne partie, même dans les premières places, hein, il faut en mettre, on en mettra évidemment, mais une partie de gilets jaunes, parce qu'il faut qu'il y ait des représentants de la nation, parce que quoi de mieux comme représentant de la nation que des gens qui viennent du peuple, et je pense que ces gens ont tout à fait leur mot à dire, et que c'est une bonne chose de les intégrer directement dans la liste. Je voudrais revenir sur cette charte et son point 2. Vous prônez une nouvelle démocratie. Il est notamment question de référendum. Que voudriez-vous clairement mettre en place concrètement et que pensez-vous de l'idée qu'on entend un petit peu sur toutes les bouches en ce moment d'un référendum proposé par Emmanuel Macron suite au grand débat national qui se termine très bientôt? Alors, pour notre point 2, on avait du coup, comme vous l'avez dit, on avait proposé déjà le référendum d'initiative populaire, on l'avait appelé comme ça, mais bon, ils l'ont appelé le référendum d'initiative citoyenne, donc c'est très bien, c'est la même chose en réalité. Hein. Je pense qu'il faut redonner le pouvoir au peuple, et quoi de mieux que de donner le pouvoir au peuple que lui permettre de faire des référendums et de créer son référendum lui-même. Donc c'est une très bonne chose. L'idée d'un référendum, si elle se fait par Emmanuel Macron, bah, je pense que les débats, pour moi, c'est un peu... J'y ai été, hein. J'étais dans des grands débats, mais c'est beaucoup de blabla, il y a très peu À Roubaix notamment. J'étais à Roubaix, oui. Il y a très peu de choses qui en sortent en réalité, hein. Mais il faut que ça se conclue par un référendum ou en tout cas par un acte politique fort, puisque c'est pas tout de renvoyer des rapports et de dire les Français ont dit ça, on dit ça, on dit ça, mais s'il n'y a pas de suite donnée à ce grand débat, ça n'a aucun intérêt. Donc s'il y a l'idée d'un référendum, je pense qu'il faut qu'elle soit mise en place. Mais moi, je pense que c'est... je ne sais pas si c'est encore l'actualité, mais le mettre le même jour que le scrutin aux européennes, je ne pense pas que ça soit... C'est toujours d'actualité, on en a reparlé il y a 2-3 jours dans le Figaro. Eh bien, je pense que justement, ça serait finalement une volonté également de noyer le poisson et de... Ça serait parce que finalement, on sait très bien que les Français se déplacent beaucoup lors des référendums, on ramènerait les Français aux urnes et probablement que M. Macron se servirait de ce référendum pour également faire accepter son projet. On le voit beaucoup à la télé, vous allumez la télé, vous le voyez à LCI, vous le voyez à CNews, à BFM TV, toutes les chaînes montrent ces débats, enfin, je dirais plus des meetings, mais... il y a quand même des échanges. Il y a des échanges, mais bon, quand on voit qu'il prend la parole pendant des heures et des heures, on se demande si c'est pas finalement de la propagande en réalité, mais je pense que... je ne sais pas si vous avez regardé, mais moi quand je vois ça, on lui pose des questions et après il répond pendant plusieurs heures tout seul. Et il n'y a plus d'échange en réalité. Il y a un échange à la fin et c'est terminé. Et il dit ce qu'il veut et tout le temps qu'il veut, etc. En période électorale,
On est bientôt en période électorale, hein, les temps de parole ne sont pas encore décomptés, mais je pense que c'est aussi une volonté de mettre ça en place pour faire avancer aussi En Marche, hein, qui était en train de crouler. Mais le mettre le même jour que le scrutin européen, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Déjà, les Français ne comprendraient pas. Et je pense qu'il y ait aussi un temps pour la campagne pour ce référendum, parce que tout référendum a une campagne, hein, comme on l'a fait avec le Brexit, comme on l'avait vu avec la Constitution européenne. Il faut qu'il y ait un temps aussi pour cette campagne référendaire et qu'on laisse aussi que les Français aient vraiment le temps de réflexion sur ce référendum. J'ai une dernière question pour toi. Les Patriotes se sont dit pour le référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il faut donner plus de chance au peuple de pouvoir s'exprimer. Et on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, les députés et les sénateurs sont totalement déconnectés. On nous avait promis un nouveau monde, je ne pense pas qu'il soit réellement nouveau. Mais et si on leur donne la possibilité de s'exprimer eux-mêmes, de soulever, de créer des lois, d'abroger des lois, je pense que on pourrait finalement faire de nouveau aimer aux Français la politique, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'au vu de la participation, que les Français en ont totalement marre de la politique actuelle. Et je pense qu'en mettant ça en place, on pourrait donner peut-être une nouvelle envie aux Français de se réinvestir en politique et d'écouter, de participer à la vie politique française. Merci Victor Catteau d'être venu nous voir aujourd'hui.